Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser car suite à des problèmes techniques, cette vidéo n'a pas pu sortir à l'heure. Salut à tous, c'est Nikos, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur. On va parler de la zone 51. Alors, c'est parti! La zone 51 se trouve aux États-Unis, plus précisément au Nevada dans le comté de Lincoln, à environ 160 km au nord-ouest de Las Vegas. La zone 51 est aussi appelée Dreamland, Watertown, The Ranch, The Farm et j'en passe. Elle se trouve à l'intérieur d'une grande zone militaire de l'US Air Force de 12 000 km². Si une grande partie de la zone est accessible, l'approche de la zone 51 est dite exclue à quiconque s'en approche. Pire, des panneaux d'avertissement indiquent que l'usage des armes à feu peut être requis à l'encontre de ceux qui seraient un peu trop curieux. Il est d'ailleurs très facile d'apercevoir des détecteurs de mouvement, des caméras et des postes de contrôle. Je vous propose donc que l'on se penche sur l'histoire de cette zone pour épaissir le mystère, du moins vous aider à vous faire une idée sur cette fameuse zone secrète. Avant de débuter, n'oubliez pas que je vais parler de cette zone scientifiquement. À vous de vous faire votre propre idée. La naissance de la zone 51. La zone 51 est née en 1955. Le gouvernement américain, qui avait mandaté l'entreprise Lockheed de se pencher sur un programme secret d'avions espions, avait décidé de transférer la zone d'essai initialement basée à Wright-Patterson dans l'Ohio pour un lieu plus isolé. Le début du mystère. En fait, c'est entre 1955 et 1970 que le mystère sur la zone 51 va s'épaissir. Tout d'abord parce que c'est la CIA qui gère le complexe de la zone. Ensuite, elle n'apparaît sur aucune carte. Et pourquoi? Pire encore, elle est interdite de survol commercial. L'ultra-sécurisation du lieu qui ne laisse rien transparaître ajoute encore une zone sombre sur ce que l'on y fait. Quant au personnel, il est emmené sur place par un avion depuis Las Vegas. Il leur est strictement interdit de parler de leur travail sous peine d'emprisonnement. Dans les années 60, un nombre croissant de témoignages indique qu'il se passe des choses assez étranges aux abords de la zone 51. Des aéronefs bizarres sont observés, même par les pilotes d'avions commerciaux. Ces objets volants semblent se déplacer à une hauteur impressionnante. On se met à penser que la zone 51 a récupéré les fameux débris de Roswell ou d'un autre crash afin de les étudier et de mettre en place un système de propulsion novateur. Le mystère se dévoile au monde entier. C'est en 1989 que la zone 51 est dévoilée au monde entier par l'entremise de Bob Lazar. Scientifique et ingénieur, il aurait travaillé entre 1988 et 1989 au sein de la fameuse zone 51 et particulièrement dans la zone C4 qui se trouve à 2 km au nord près de Pepose Lake. Cette zone serait archi sécurisée et même interdite aux employés de la zone 51. À l'intérieur, il indique que 9 engins sont entreposés qui fonctionnent avec un système de propulsion qui permet l'antigravité. D'après ces explications, il est presque certain que les engins sont de nature extraterrestre et probablement récupérés sur divers sites de crash. Cette interview, accordée au reporter George Knapp d'une chaîne locale de Las Vegas, fait l'effet d'une bombe dans le milieu ufologue et à travers le monde. Tous les yeux sont maintenant braqués sur la zone mystérieuse. Si bien que l'USAF, l'US Air Force, est obligé de repousser les barrières d'1 kilomètre au-delà des montagnes environnantes pour empêcher les curieux d'épier depuis les sommets. En 1994, une action en justice contre l'US Air Force est lancée par un professeur de l'université de Washington, Jonathan Turley, suite au décès de 2 employés de la zone 51. Les épouses de Walter Kazza et Robert Frost estiment que leur mari aurait été exposé à des déchets toxiques, brûlés et stockés à l'air libre. D'ailleurs, un examen pathologique pratiqué sur les corps aurait fait ressortir notamment de la dioxine dans leur graisse corporelle. Au-delà de la compassion financière d'une telle action en justice, Jonathan Turley veut surtout démontrer que l'USAF a failli de manière lamentable dans l'utilisation de la conservation des matières dangereuses, entraînant des lésions mortelles sur les employés. Il veut également savoir surtout quels produits auraient été utilisés afin de pouvoir trouver des traitements adéquats aux personnes encore vivantes ayant travaillé dans cette même zone. Malheureusement, la demande de divulgation sera rejetée par le juge de Las Vegas, faute de preuves.
En fait, dans un premier temps, il avait rejeté la demande d'exemption lancée par le gouvernement américain qui estimait que dévoiler de tels documents pouvait nuire à la sécurité nationale. Faisant appel de cette décision devant la Cour suprême, Turley fut malheureusement éconduit, enlevant tout espoir aux victimes. Le gouvernement tente de noyer le poisson. Après cet épisode judiciaire, le gouvernement tente un effet de manche pour calmer les esprits en faisant croire à un déplacement stratégique des employés et des travaux dans d'autres zones militaires près de Salt Lake City. Tout le monde pense alors à un démantèlement des installations de la zone 51. Mais il s'agit que d'une façade, car en secret, la base continue de se développer, agrandissant les pistes d'atterrissage et construisant de nouveaux bâtiments. La zone 51, découverte par les nouvelles technologies. Malheureusement, c'était sans compter sur les nouvelles technologies, les images des satellites commerciaux, le satellite Terra, qui incluait le service Terra Server de Microsoft, diffuse les clichés de la zone 51 en 2004. Le monde découvre alors que le démantèlement n'était qu'une façade et que la base avait sensiblement grandi. Pris de vitesse, le gouvernement décide de faire supprimer ces images, mais le mal est déjà fait. Et l'intrigue ressurgit au grand jour. De nombreux documentaires apparaissent ou réapparaissent. Alors, que se passe-t-il vraiment dans la zone 51 ? Suite à la divulgation d'un rapport de 400 pages en 2013 par le gouvernement et la CIA, on sait que le site était uniquement dédié à des essais ultra secrets d'avions espions et furtifs tels que le U-2, le SR-71, le F-117, ainsi que des tests sur les MiG-17 et MiG-21. Les U-2 furent les premiers à être testés sur le site. Ces avions pouvaient atteindre des altitudes folles pour l'époque à plus de 20 000 mètres. Principalement conçus pour la guerre froide pour espionner l'URSS, il était donc important que personne ne soit au courant du projet et tout particulièrement les soviétiques. Si bien qu'on comprend aisément que le survol de la zone et l'interdiction de s'y en approcher soit si drastique. Un ancien pilote a même indiqué que tous les employés savaient exactement à quelle heure les satellites passaient au-dessus de la zone. De cette manière, les engins et les hommes devaient impérativement être à couvert afin de ne pas dévoiler ce qui s'y passait. Il indique que le subterfuge allait jusqu'au point de déployer de faux avions traditionnels sur la piste afin de faire croire à une piste d'atterrissage conventionnelle. Avec le U-2, on peut aisément comprendre comment des pilotes de ligne avaient cru apercevoir des engins non identifiés passant au-dessus d'eux. Alors voyons ces avions de plus près. Le SR-71 et le F-117 ont des allures tellement bizarres qu'il n'est pas impossible d'avoir cru voir autre chose passer, surtout lorsqu'on se remet dans le contexte de l'époque. Enfin, les essais des MiG, avions de chasse russes, subtilisés habilement avec l'aide de l'Israël, furent testés pour tenter de déjouer la maniabilité de ces avions russes, considérés comme les meilleurs et les plus maniables au monde. Évidemment, si le reste du monde apprenait que les Américains avaient subtilisé de manière plus que douteuse ces engins, il y a fort à parier qu'une crise majeure aurait secoué la planète. La plus grande discrétion était donc nécessaire. Certains témoignages d'anciens pilotes ont indiqué également que des tests avaient été effectués sur des avions à décollage verticaux dans le style du Harrier, mais évidemment dans les années 60 ou 70, le style et l'aérodynamisme n'étant pas identiques à ce que nous voyons aujourd'hui. Cela pouvait induire le commun des mortels en erreur face à des engins plutôt peu conventionnels. Et le témoignage de Bob Lazar. Ce fameux Bob Lazar, qui a défrayé la chronique en 1989, n'a pas pu travailler dans la zone 51. De plus, on ne trouve aucune trace de son passage dans la prestigieuse California Institute of Technology, même si sa connaissance sur les technologies ne fait aucun doute. On n'a aucune preuve de sa participation ni au California Institute, ni à la zone 51. Lazar expliquera dans une interview ultérieure que si aucune preuve n'a été trouvée, c'est que le gouvernement avait fait une saisie et effacé la plupart des traces pour le punir d'avoir dévoilé des secrets nationaux afin de le discréditer totalement. Quant à la zone S4, dévoilée par Lazar, elle est totalement inexistante et n'apparaît que dans les romans de science-fiction ou dans les épisodes de séries américaines conspirationnistes. Conclusion. Pour conclure, n'en déplaisant aux ufologues avertis et aux orodateurs des thèses conspirationnistes, cette fameuse zone 51 ultra secrète n'abrite pas d'ovnis, de résidus de crash de Roswell ou de tests sur des aliens. Elle est uniquement destinée à des essais secrets d'avions d'espionnage ou furtifs. Bien sûr, l'opacité entretenue sur les activités qui s'y passaient et les problèmes dus aux essais nucléaires ont bien évidemment attisé les soupçons et les interrogations durant des décennies.
mais les récents témoignages de pilotes qui ont travaillé sur la zone 51 ont balayé les doutes. Enfin bien sûr, ça c'est ce que le gouvernement américain nous dit. À vous de vous faire votre propre idée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une partie 2 ou que je vous parle d'une autre base secrète où il pourrait y avoir certains phénomènes inexpliqués. N'hésitez surtout pas, et c'est vraiment ultra important pour moi, à mettre un pouce bleu en bas. C'est gratuit et puis ça prend pas de temps. C'est comme l'abonnement. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications puisqu'il y a beaucoup de grosses vidéos qui arrivent, mais vraiment de gros projets, donc je compte sur vous pour vous abonner. N'hésitez pas non plus à partager et à commenter si vous voulez des styles particuliers de vidéos. J'ai déjà eu certains commentaires et je travaille aussi sur certaines vidéos qui pourraient vous plaire. C'est donc sur cette fin qu'on va se laisser et moi je vous dis bye bye.